Violeta Moschkalou, bonsoir. D'abord, merci d'être avec nous cette nuit. Votre réaction, vous, à ce que l'on vient de vivre en direct, ce sommet qualifié d'historique par le président des États-Unis. C'était pas la photo de la honte, c'était le sommet de la honte pour moi, parce que dérouler le tapis rouge, de la façon dont on a vu les sourires dans la voiture, en fait tout ce qu'on a vu, l'accueil qui a été fait tellement extraordinaire pour Poutine, on se disait bon, au moins que ça serve à quelque chose en fait, parce que déjà on lui a fait cadeau de cette rencontre. Il y aurait pu avoir quelques conditions, au moins ce sommet aurait pu être conditionné, au moins ne serait-ce que rendre les enfants kidnappés par les Russes, enfin faire un échange de prisonniers, tous contre tous. Et là, ce qui m'a choqué le plus, en fait, c'est la phrase de Poutine qui dit les Russes sont prêts à assurer la sécurité d'Ukraine. Ça me dégoûte au plus profond de mon cœur, parce que c'est le monde à l'envers, en fait. Je veux dire, c'est eux qui ont agressé l'Ukraine déjà depuis 2014. Et aujourd'hui, après toutes les atrocités, les barbaries, les bombardements, tout ce qu'on a vu, les milliers, les centaines de milliers de victimes, ils osent dire que c'est les Russes qui vont assurer la sécurité de l'Ukraine, en fait. Et puis Donald Trump, malheureusement, tout ça pour ça, quoi, en fait. Il n'a pas contesté cette phrase. Il n'a rien contesté, il a juste redit, ils sont tous formidables, Poutine est formidable, son équipe est formidable, les mecs de Poutine, l'équipe de Poutine au premier rang, ils sont tous formidables, visage célèbre comme votre patron, donc j'aimerais bien les voir, tous ces visages sur le banc de la Cour pénale internationale un jour, quand il y aura responsabilité quand même on peut pas... Je ne peux pas imaginer qu'on reste dans l'impunité totale avec tous ces crimes qui ont été commis, en fait. C'est juste pas possible. Et donc, tout ça pour ça, en fait, je veux dire, quel progrès exceptionnel. S'il y avait eu il n'y a pas d'accord, donc ils ont fait... le monde entier a suivi pendant une semaine avec autant d'inquiétudes et tout, pour aboutir à rien du tout. Et en plus, le pire, j'arrête là, ils disent la prochaine rencontre à Moscou a confirmé par même. Donc ça veut dire si prochaine rencontre à Moscou, Zelensky, jamais de la vie, il y sera. Donc Poutine, en fait, Trump a renié toutes les petites choses sur lesquelles il semblait mercredi, après le sommet Europe-Amérique, les États-Unis, qu'ils s'étaient mis plus ou moins d'accord. Là, c'est balayé d'un revers de main. En fait. Violeta Moschkalou dit c'est le sommet de la honte. Juste un chiffre, 4. C'est le nombre de minutes que Trump a parlé. Quand on connaît... Face à 12 minutes de Poutine, c'est ça? Voilà. Quand on connaît Trump, l'amour des mots que peut avoir Donald Trump quand il est satisfait d'un accord. Souvenez-vous de l'accord conclu avec l'Union européenne sur les tarifs douaniers. Qu'est-ce que cela nous dit de ce qui s'est passé pendant 2h30 entre ces deux délégations? Mais il y a aussi l'interview que vous avez annoncée à la Fox News. Oui, alors cette interview, elle doit être, normalement, elle est prévue dans l'avion du retour vers Washington. Donc on verra, évidemment, dès qu'on l'a, on vous diffusera des extraits et on en parlera. Mais pour 1-0 pour Poutine. Ouais. Et il s'est fait balader. Il a voulu voir Poutine, regarder Poutine les yeux dans les yeux, il a vu. Il a pris sur lui, effectivement, pour ne pas réagir à chaud, mais il faut voir comment il va digérer ça. Et c'est vrai que c'est mal parti pour son prix Nobel. Hein. Oui. Mais c'est un Trump bizarre, puisque de toute façon Trump le laisse faire, donc de visiter cette communauté russe pour rappeler aussi aux patriotes Z-patriotes en Russie, les quasi-fachos, que, vous savez, il y a les Russes orthodoxes en Russie, parce qu'il y a eu même la tentative de remettre en question le contrat de vente de la Russie d'Alaska par la Russie. 7 millions en 1867, l'équivalent de 150 millions aujourd'hui. Oui. Mais à l'écran, il y a quand même, c'est à noter, il y a des cadeaux qui sont en train d'être offerts à Vladimir Poutine, et des cadeaux religieux, des icônes. C'est quand même assez intéressant sur le sol américain, comme vous le dites. Bien sûr. Et souvenez-vous de ces mots. Tout à l'heure, au début de son allocution, il a parlé de l'Alaska. Il a dit nous sommes voisins, quelques kilomètres seulement séparent. Alors le détroit de Bering, c'est 82 kilomètres, mais il y a des îles effectivement des deux côtés. Il y a les îles qui sont éloignées de quelques kilomètres seulement. Il a parlé des églises orthodoxes en Alaska. Ouais. En voilà la preuve. Non mais le symbole, le message qui est passé,
il a posé comment dirais-je, a posé une fin de non-recevoir à Trump. C'est pire que ça. Vous vous souvenez de sa phrase? Là où le pied d'un soldat russe se pose, c'est à nous. Oui. La Russie n'a pas de frontières. Et ben c'est ça. Hein. Et en fait, je vous rappelle que lui, c'est le commandant en chef des forces armées de Russie. Là, il a posé son pied sur l'Alaska, donc à la limite, vous savez, ils l'ont déjà repris ça. Hein. Oui, techniquement, c'est un soldat, le premier soldat russe de retour en Alaska après 1867. À l'époque, la Russie avait déjà des problèmes économiques et devait se financer. C'est pour ça que ce territoire-là avait été vendu. Aujourd'hui, la Russie a toujours des problèmes économiques, mais elle décide évidemment de continuer sa guerre sans trop se soucier de ce que l'économie va devenir dans les mois ou dans les années qui viennent. En tout cas, ces images, elles sont quand même très particulières et elles en disent long sur l'état d'esprit du président russe après sa rencontre avec Donald Trump, quand on se souvient du visage de ce dernier lors de la déclaration aux journalistes lors de sa conférence de presse. C'est très marquant si on pouvait mettre à côté les photos, la photo officielle en fait des deux présidents avant la rencontre et puis la conférence de presse. Poutine était un peu crispé en fait au démarrage et Trump il avait un sourire extraordinaire et maintenant c'est l'inverse en fait. Trump abasourdi et Poutine il rayonne comme chez lui. Il a dû prendre conscience, Donald Trump, de l'intransigeance des Russes, de Poutine, dans l'approche, qui ne va rien lâcher, jusqu'au boutiste, tout ce qu'on avait dit, trop gourmand, et il va lui falloir du temps pour digérer. Mais il y a une chose importante, très importante. Lorsque vous voyez cette image, rien ne manque. Dites-nous, qu'est-ce qu'on ne voit pas? On est aux États-Unis. On est dans une visite officielle de Poutine, de travail de Poutine. Où est l'hôte qui l'accueille? Ça veut dire qu'en fait, c'est un cimetière où il y a les Américains et les Russes. Et donc, Trump se balade tout seul. Voilà. Il est chez lui, il fait comme chez lui. Franchement, par exemple, quand le président chinois vient à Paris, parfois on lui dit l'après-midi, allez dans le musée, et il va dans le musée seul. C'est déjà arrivé. Ça joue pas. Ce qui joue réellement, c'est que regardez son sourire. Il va pas humilier Donald Trump d'un sourire devant les caméras américaines si derrière le plan... Parce que vous croyez que ça va... C'est pas juste une balade dans un musée. Il y a quand même du symbolisme qui est très important. Il sourit devant les caméras américaines. Oui, il sourit devant les caméras américaines, mais il est dans sa bulle, Et ce n'était pas une visite d'État non plus. C'est pas une visite d'État, et puis c'est vraiment pas une visite anodine. Il y a un symbolisme. Il y a eu beaucoup de discussions, même quand Trump a dit je vais le rencontrer en Russie. Il y a eu beaucoup de suppositions que Trump pourrait vendre les métaux rares ou faire un deal sur le dos de l'Alaska. Donc il y a quelque chose d'un peu plus significatif de simplement il se balade. C'est pas juste qu'il se balade en Alaska comme ça. Et c'est pas toute la presse américaine qui l'a suivi Non, c'est la presse russe. On vient de le voir là avec ce retour. Il n'y a pas de journaliste. Il n'y a pas de journaliste américain, ou en tout cas on n'en a pas vu. Et c'est visiblement la presse russe qui diffusait ces images. Donc Vladimir Poutine, après ce sommet, qui se paye une petite visite dans un cimetière pour aller rendre hommage à 14 aviateurs russes. L'Alaska, on vous le rappelle, était un territoire russe avant 1867, avant que cet État ne soit racheté par les États-Unis pour un peu plus de 7 millions de dollars de l'époque. Je ne suis pas sûr que ce sont les aviateurs russes. Hein. Je crois que c'est même les aviateurs américains, mais qui déposaient les avions qui venaient des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis même pas sûr que ça soit... On va vérifier. C'est important de le savoir. En tout cas, ce qu'elle nous dit, cette visite, c'est que Donald Trump n'était pas présent et que Vladimir Poutine s'offre des images aux États-Unis, ce qui, évidemment, pour sa communication est important. Il est allé rencontrer le président des États-Unis. Aucun accord a été trouvé sur une résolution du conflit en Ukraine. Il a dit devant les journalistes qu'il voulait une résolution de ce conflit, qu'il voulait mettre fin à cette guerre, qu'il était prêt à travailler à la sécurité de l'Ukraine. Il n'a pas dit comment. Il a aussi rappelé qu'il voulait à la fois un règlement durable, mais que toutes les préoccupations de la Russie devaient être prises en compte. Ces préoccupations, on les connaît. Ça veut dire le programme maximum. La Russie voudrait... D'ailleurs, par rapport à ça, franchement, on ne devait pas être étonné.
parce qu'il a déjà répété la semaine dernière. Il a jamais renoncé à ses exigences. Il a rappelé que, vous savez, l'année dernière, il a prononcé un grand discours devant le ministère des Affaires étrangères. Il se réfère toujours à ce discours. Ça veut dire qu'en fait, c'est un programme maximum. On va tout prendre à l'Ukraine et on va jamais renoncer à ça. Même la semaine dernière, je crois, quand il était avec Loukachenko, c'est la même chose. Vous vous souvenez, Loukachenko, le même, quand il était à Valaam, donc dans un monastère, Loukachenko a dit la Biélorussie et la Russie sont invincibles si jamais quelqu'un veut les combattre. Donc, pour moi, bien évidemment, c'est une déception parce qu'on attendait un miracle. Le miracle n'a pas eu lieu, mais pour moi, c'est pas une déception parce qu'en fait, à la limite, moi je disais, s'il ne se passe juste rien, déjà on n'a rien perdu. Oui. Parce que moi je craignais que Trump et Poutine arrivent et disent bon. Trump a vendu l'Ukraine à la Russie. C'est peut-être la seule chose qui peut encore sauver Zelensky, c'est le fait que Trump se sente humilié, parce que humilié, il l'est. Il s'est fait berner sur toute la ligne. Où est passé l'ultimatum? Disparu. Où est passé son cessez-le-feu, celui qu'il voulait atteindre? 75% de chances de l'obtenir. Disparu. Où sont passés les accords économiques bénéfiques pour les uns et pour les autres? Alors, des progrès ont été réalisés, on ne sait pas lesquels. Ça, il a dit. Oui. Vous savez, dans l'avion, en venant de Washington, il a dit « Si Poutine ne veut rien signer, ne veut rien donner, je lui octroierai pas les accords. » Et donc ça, c'est côté positif pour nous, en quelque sorte. Parce que ce qu'on craignait, c'est que Poutine l'embobine tellement que malgré le fait qu'il ne signe rien, il octroie quand même à la Russie la levée des sanctions, le lancement des grands problèmes, des grands programmes de coopération, etc. Ça, on verra. Je trouve qu'on est en train d'aller beaucoup trop vite. Alors, encore une fois, ils ont parlé pendant 2h30, ils ont préparé cette réunion et ça va continuer. C'est pas parce que ce soir rien n'a été annoncé ou je ne sais quoi que tout est fini. Il y a probablement des choses qui ont vraiment bougé et il y a des choses qui se sont faites et il faut qu'on patiente un peu les prochains jours, voir. On peut pas juger juste sur cette conférence de presse. Enfin, moi je fais beaucoup plus. Elle est quand même très parlante. Elle est parlante. Mais ils se sont succédés sur ce plateau. Exactement. Vous expliquez qu'en fait, ce sommet n'aurait pas eu lieu si il n'y avait rien à annoncer, voilà. Et sauf que ce soir, on se retrouve avec le bec dans l'eau, c'est-à-dire que oui, des progrès ont été faits. Oui, ils se sont rencontrés, c'est un progrès. Ça fait dire ça à et ils annoncent qu'ils vont se revoir. Rencontre exploratoire avec Donald Trump. Sans Zelensky, là, il a bien exploré. L'autre supposé grande annonce, en tout cas, Trump l'espérait, c'était une réunion tripartite. J'aimerais voir comment les Américains voient ce qui s'est passé ces dernières heures en Alaska. Sophie Chevalleroux est avec nous, elle est en direct de Washington. Bonsoir, bonjour, bonne nuit. Je ne sais plus ce qu'il faut dire, Sophie, mais je suis content que vous soyez là en tout cas. Comment est-ce que les Américains, comment est-ce que la presse américaine raconte, analyse ce qui s'est passé en Alaska ce soir? Alors le mot c'est déception. Il y a beaucoup de déceptions dans les médias américains ce soir. Tout ça pour ça, finalement. Le New York Times titre ce soir sur son site « No deal in Alaska », tout simplement. Pas d'accord en Alaska. Alors que Donald Trump avait, si je puis dire, fait monter la sauce ces derniers jours avec des prises de parole quotidiennes où il se montrait fort, sûr de lui. Il y a encore quelques heures dans son avion en direction de l'Alaska, il disait « J'y vais pour un cessez-le-feu, je veux un cessez-le-feu ». Il n'y a pas eu de cessez-le-feu, il n'y a pas eu d'ailleurs d'autres mesures concrètes annoncées. Beaucoup de langue de bois selon les médias américains. Une touche d'optimisme cependant du côté d'NBC, qui est une des principales chaînes américaines, qui estime que puisqu'il n'y a pas eu d'accord signé ce soir, eh bien, cela signifie que peut-être les Ukrainiens, les Européens ne sont pas totalement écartés des futures prises de décision d'un futur accord. Merci Sophie, avec Armel Esposito en direct de Washington. Voilà, il y a une certaine déception, nous dit Sophie, dans la presse américaine, qui ne fait comme nous que constater ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait ce soir. À partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Sauf Michel Fayad, parce que lui, il garde l'espoir. Et moi, j'ai que des informations à nous fournir. Se jouer encore. Non, ce n'est pas que j'ai des informations, mais moi j'ai fait des études de diplomatie et je sais que quand en diplomatie, il y a des choses qui se disent et des choses qui se disent pas. Il y a des tractations qui se font avant et des tractations qui se font aussi après. Et je me garderai bien de juger sur une conférence de presse. J'attendrai encore quelques heures, quelques jours, quelques semaines avant de me prononcer. On peut faire des analyses, bien sûr, sur ce qui s'est, sur les visées
visage de l'un, de l'autre, sur ce qui a été dit, la durée et tout. Non, mais c'est plus que les visages, c'est les mots. Et puis non, j'ai dit les mots et j'ai dit... Enfin, tout ça a un sens. On connaît la personnalité aussi. Mais la diplomatie, ce n'est pas que ça. La diplomatie, c'est aussi du travail avant, pendant et après. Et d'ailleurs, tous les deux l'ont dit. Les deux ont dit que le travail va continuer avec leurs équipes. Donc on ne peut pas prendre une partie de ce qu'ils ont dit et pas dire la totalité. Différemment. Est-ce que ça valait le coup, cette rencontre? Non. Non, mais vous dites non. Mais moi, je pense qu'en réalité, pour Trump et pour Poutine, ils voulaient tous les deux se rencontrer. Donc, quand je dis est-ce que ça valait le coup, ma question, vous la comprenez. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'était utile que ces deux présidents se rencontrent à ce moment, au moment M, pour tenter de trouver une solution à ce conflit en Ukraine? Voilà. C'est parce que l'impression qu'on a très franchement ce soir, on en a couvert, alors vous différemment dans vos métiers respectifs, moi en tant que journaliste, des dizaines de rencontres de ce type, alors peut-être pas à ce niveau-là, certes, mais en tout cas des dizaines. Le sentiment qu'on a après avoir écouté ces deux présidents, 12 minutes de discours absolument vides, pas de prise de parole extérieure, pas de réponse aux journalistes, des visages fermés au moins pour l'un d'entre eux, ça n'augure pas de quelque chose de très positif en matière de deuxième rencontre, troisième rencontre, etc., etc. Mais la deuxième rencontre a été annoncée. Oui, à Moscou. Vous êtes en train de faire comme si... Ouais. Il va se faire balader. Mais il a annoncé une deuxième rencontre. Et comme vous le disiez tout à l'heure... Il a dit peut-être. Peut-être à Moscou. Non, il a dit peut-être à Moscou. Mais il a bien dit que oui, il y aura une deuxième rencontre. Mais il n'y aura pas avec Zelensky. Là, ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, comme quoi il n'a pas annoncé la rencontre avec Zelensky. Alors on va écouter précisément ce qu'ils ont dit, puis on réagira juste après. À nouveau, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier. Nous allons échanger très rapidement et nous revoir très bientôt. Merci beaucoup, Vladimir. La prochaine fois à Moscou. Ça, c'est une question très intéressante. Je pense que cela pourrait être possible. I can see it possibly happening. À Moscou. Non, mais il y a deux choses. Je pense que, et là, pour le coup, je connais bien la diplomatie américaine, et surtout avec ce président, d'abord, il y a beaucoup qui s'est passé en avant. S'ils se sont donné rendez-vous, ils avaient des attentes. Il a vendu au peuple américain, surtout, des attentes pour aujourd'hui qui ne semblent pas avoir atteint. Ça ne veut pas dire que peut-être il y aura autre chose, mais très clairement, et c'est ça aussi qu'on voit dans la presse américaine, il y a quelque chose, il y a une déception, et je pense que c'est aussi ça qu'on lit sur Trump, parce que entre le rendez-vous de Witkoff et ce qui a pu être fait par la diplomatie américaine avant, et ce qu'ils attendaient aujourd'hui, il y a une différence. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que, et il a dit lui-même, Trump, à un moment, je n'ai pas compris la complexité de la situation. Même Rubio qui a dit, je pense il y a une semaine, j'ai enfin compris ce que voulaient les Russes. Peut-être ils sont en train de se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a ni le rendez-vous avec Zelensky qui a été promis, ni un cessez-le-feu, ni grande chose qu'il a promis, notamment à son électorat. Donc c'est quand même pas une grande... Même si dans les semaines à venir, il arrive à se rattraper, c'est quand même aujourd'hui, vis-à-vis de son électorat, un problème. Un petit mot quand même de l'image en haut à gauche de votre écran, c'est l'image du tarmac sur cette base militaire en Alaska, et on aperçoit sur cette image, vous le voyez, les deux avions présidentiels, le russe à gauche et Air Force One qui est sur la droite. Donc il semblerait, alors on le sait parce que Vladimir Poutine s'est rendu dans un cimetière pour rendre hommage à des aviateurs visiblement, mais en tout cas il semblerait donc que les deux présidents soient toujours en Alaska et que leurs avions n'aient pas encore redécollé. Voilà, c'est une information supplémentaire puisqu'on sait que les délégations ont terminé de se voir. Peut-être sont-elles, ces délégations, en train de déjeuner? Personne ne le sait en tout cas. Les présidents sont toujours en Alaska au moment où nous parlons. Disons que mon impression, en fait, j'essaie de garder aussi un peu d'optimisme. Ça veut dire que, je répète, s'il ne s'est rien passé, c'est plutôt bon pour nous. Parce que moi, je craignais un accord un peu simpliste et un peu rapide entre Trump et Poutine sur le dos de l'Ukraine. Donc, ça ne s'est pas passé. Déjà, ça, c'est le côté positif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, Trump, c'est quelqu'un à qui Zelensky a dit à plusieurs reprises on ne peut pas croire Poutine. Poutine ne veut pas arrêter cette guerre. Ça, c'est une image de coulisses. Après la conférence, me dit-on. Ouais. Donc voilà, hop, il se resserre la main. Il se tape la main. Et voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui lui disaient mais
tu te trompes sur Poutine. Il y a même la femme, Melania Trump, qui disait à son mari, il te balade, en fait, etc., etc. Et Trump, c'est quelqu'un qui a besoin de vous rencontrer face à face pour le constater. Et donc, pour ça, je crois que cette rencontre n'est pas entièrement perdue. Ce n'est pas une perte parce que sans cette rencontre, il aurait gardé un espoir. Il pouvait dire, mais peut-être Poutine, si je le rencontrais... Vous pensez qu'il a compris qu'il s'est fait balader ce soir, en fait? À mon avis, oui, parce qu'il a vu en face, en fait, Poutine. Et je crois qu'il y a autre chose. Vous vous souvenez, il y a quand même quelque chose qui s'est passé aussi dans la préparation de cette rencontre, parce qu'on nous annonçait la rencontre en tête-à-tête entre Poutine et Trump. Et dès le début, ce n'était plus un tête-à-tête. Ouais. Et pour info, l'image que vous voyez donc en haut à droite, qui est l'image de ces deux présidents qui se serrent la main juste après la conférence de presse, enfin, ce qui devait être une conférence de presse initialement, voilà, cette image-là, elle est diffusée, devinez par qui? Par le Kremlin. Bien évidemment. Mais de toute façon, le Kremlin, on a compris, les médias russes, pour Poutine, c'est une énorme victoire. Il s'est déplacé aux États-Unis. Il a été traité en chef d'État par Trump, d'égal à égal. Et en plus, là, maintenant, il savoure sa présence parce que, en même temps, il a ses rencontres avec la population russe locale, orthodoxe locale aussi. Même si, je vous précise, normalement, dans l'église orthodoxe de Moscou, ce n'est pas l'Assomption aujourd'hui. On a 13 jours de décalage. Ils ont pas pour l'Assomption. Pas pour l'Assomption. Pour les Ukrainiens, ils fêtent le même jour, mais pas pour les Russes. Les Russes, c'est le 28 août. C'est dans 13 jours. Donc, ce n'est pas cette fête-là qui a donné l'occasion, en fait, aux Russes de rencontrer les popes ou les moines. C'est un moine auquel il parle, c'est un archimandrite. C'est quelqu'un qui est très haut placé dans la hiérarchie orthodoxe. Peut-être c'est même l'évêque, en fait, d'Alaska. Et donc, voilà. Et bien évidemment, ces images-là vont être exploitées par la presse russe. Et là, c'est le triomphe pour eux. Oui, Vladimir Poutine en terre conquise aux États-Unis. Exactement. Donald Trump a eu droit au même cycle, en fait, de vouloir regarder dans les yeux Vladimir Poutine, comme Emmanuel Macron pendant toute une année au début de l'invasion, en fait. Donc il pensait qu'on pouvait dialoguer, tout ça. Il a passé beaucoup de temps. Zelensky aussi, quand il a été élu en Ukraine en 2019, il pensait aussi que le fait de rencontrer Poutine et le regarder dans les yeux et se parler d'homme à homme allait pouvoir l'aider. Et maintenant, c'est un peu la fin de la lune de miel pour Donald Trump parce qu'il a dû comprendre l'intransigeance, en fait, et que Poutine ne lâchera rien, qu'il n'est prêt à faire aucune concession. Et que s'il veut le prix Nobel, en fait, comme ça a été communiqué maintes reprises, il ne peut pas faire fi de lâcher l'Ukraine, et ne pas faire attention à l'Europe, parce que, mine de rien, ce prix Nobel, c'est encore en Europe et par des Européens aussi qui se décernent. Et donc, c'est sûr que c'est un petit électrochoc pour lui. Et il aura un peu de mal à s'en remettre. Donc il s'apprête à décoller et très probablement à retourner vers la Russie après cette première rencontre entre les deux hommes depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche au mois de janvier. C'était une rencontre capitale pour Vladimir Poutine, rencontre importante aussi pour Donald Trump. Il l'a dit à plusieurs reprises, il allait rencontrer le président russe. Et bien voilà, c'est chose faite. Alors peut-être pas à son avantage, on verra ça dans les jours qui viennent. Il faut être prudent. Nous dites-vous, vous nous dites, voilà, la fatigue. 2h du matin, voilà ce qui se passe quand on est en direct. Mais en tout cas, on va continuer à vous faire vivre tout cela en direct ce soir sur... En tout cas, c'est le bon moment. Moi, me considère comme prudent par rapport à ce qui s'est passé. Hélène Bonnet est sur place, elle est en Alaska pour LCI ce soir. Il semblerait que ces dernières minutes, tout se soit accéléré, Hélène.
Oui, absolument, parce que Vladimir Poutine vient de s'envoler, de quitter Anchorage après avoir visité un cimetière. Et puis, de son côté, eh bien, Donald Trump est en train de répondre à une interview sur la chaîne Fox News, la deuxième de la journée. Il devra en accorder une troisième dans l'avion retour. Mais ce qui frappe ici, c'est que finalement la vitesse avec laquelle les choses se sont enchaînées, parce qu'il y a eu cette longue réunion, 3 heures de temps, mais on ne sait pas vraiment si le déjeuner de travail qui était prévu a réellement eu lieu avec un plus petit comité entre les délégations. Tout semble s'être accéléré. J'étais en train de vérifier le programme qu'avait donné initialement la Maison-Blanche. Eh bien, Donald Trump est censé, selon ce programme, quitter Anchorage dans 1h45. Normalement, c'est ce qui était prévu. Il semblerait que tout cela va être un petit peu avancé. Ce qui a surpris beaucoup les reporters qui étaient dans cette salle de conférence de presse, c'est l'attitude de Donald Trump. Une journaliste de CNN qui raconte qu'à un moment, elle l'a regardé, elle lui a montré un pouce en l'air pour essayer de savoir si ça s'était bien passé. Elle dit que Donald Trump a haussé les épaules, il était beaucoup plus fermé. On sait que Donald Trump adore répondre aux questions des journalistes. Eh bien, cette fois, ni lui, ni Vladimir Poutine ne l'ont fait. Les journalistes américains espéraient quand même qu'il y ait au moins de la part du président américain quelques questions après le départ de Vladimir Poutine. Il n'en est rien. Et donc, ce que retiennent ici les médias américains, c'est que le président était venu chercher un cessez-le-feu et peut-être une deuxième réunion entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Et rien de tout ça, pour l'instant, n'a été obtenu. Merci Hélène. Hélène Bonnet en Alaska avec Morgan Pop. Merci. Vous allez continuer à nous faire vivre tout cela en direct parce que vous le voyez, cette soirée, cette nuit n'est pas terminée. Et sur ces images, l'avion présidentiel russe qui s'apprête donc à quitter l'Alaska pour retourner en Russie avec à son bord Vladimir Poutine. Bonsoir Oleg Kobzev. Merci d'être avec nous. Bonsoir Vincent Crouzet. Merci de nous accompagner si tard en direct sur LCI pour un plaisir à vous faire vivre tout ça. C'est l'histoire qui est en train de se dérouler sous nos yeux, le présent évidemment, l'actualité, peut-être aussi le futur, parce qu'on verra ce qui ressort de tout ça. Vous me disiez tout à l'heure, il y a des images que j'aimerais commenter. Ce sont les images de Vladimir Poutine au cimetière. Alors on va garder cette image parce que ça c'est du direct évidemment et on va rester avec le président russe jusqu'à ce qu'il quitte l'Alaska et jusqu'à ce que son avion disparaisse dans ce ciel américain. Mais vous me disiez, il est très important de reparler de cette visite de Vladimir Poutine dans ce cimetière d'Alaska. Pourquoi ? Parce que ce sont des autochtones alaskans, des Unangan, qu'on appelle aussi les Aléoutes, des Yupik, des Tlingit amérindiens, des Athabasques amérindiens et pas des Russes. C'est 99% des orthodoxes en Alaska. Le reste des 1%, c'est essentiellement des Américains anglo-saxons ou d'origine allemande ou autres, comme notamment l'évêque que vous avez vu, qui en réalité s'appelle John Trader. Donc, orthodoxe n'a rien à voir avec les Russes, c'est ce que vous nous dites. Voilà, parce que sinon, on va croire que, effectivement, l'Alaska était peuplé de Russes comme le Québec était peuplé de Français. Vous avez quelques dizaines d'autochtones alaskans qui descendent effectivement des très peu de trappeurs russes qui étaient en Alaska. D'autre part, l'Alaska n'a jamais été annexé officiellement par la Russie. Le statut au droit international, c'était un peu comme Hong Kong, les autochtones jouant un peu le rôle des Chinois qui donnaient en leasing, si vous voulez, leur territoire, sans bien sûr y comprendre le droit international et moyennant quelques verroteries et cadeaux ou parfois tactiques d'intimidation. Voilà, je crois que c'était ça qui était important à dire. Autre chose que je vois là, c'est également, les Aléoutes à eux seuls, dans les Aléoutiennes, ça représente 100% quasiment de cette population orthodoxe, avec des églises sur chaque île, avec Poutine qui a... on l'a vu, par exemple, dans cette affaire de la cathédrale de Nice qui voulait absolument, il dépense des millions en avocats, alors que vous avez des églises qui tombent en ruine en Russie. On a vu la grande cathédrale construite à Paris, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a déjà 2 cathédrales orthodoxes à Paris, et on voit surtout une tactique pour contrôler la plupart des églises orthodoxes d'Afrique, pour les retirer. Vous dites que c'est plus donc qu'une simple visite, c'est un acte politique. Bon, alors c'est un petit acte politique, ce qu'on voit au cimetière.
Mais il faut le savoir, ce qui se passe. C'est effectivement Poutine, depuis longtemps, essaye de noyauter complètement les églises orthodoxes. L'église orthodoxe qui n'appartient pas d'ailleurs à la juridiction de l'église de Moscou. C'est l'église orthodoxe américaine qui est indépendante, qu'on appelle autocéphale. Autre chose, je constate quelque chose de très important, c'est l'absence de Trump dans ce cimetière. Ça a été évoqué, effectivement. Donald Trump ne s'est pas déplacé. Alors Donald Trump, il serait pour l'instant dans son avion Air Force One et il donnerait des interviews à la presse américaine parmi les journalistes qu'il interviewe, des journalistes de Fox News. Cette interview, évidemment, dès qu'on l'obtient, on en diffusera des extraits pour essayer de comprendre comment le président des États-Unis a vécu cette rencontre, cette première rencontre avec Vladimir Poutine depuis 2019, me semble-t-il. On va revenir sur l'image principale de cette nuit à 2h du matin, celle de l'avion présidentiel russe sur ce tarmac, voilà, qui s'apprête à quitter l'Alaska, qui s'apprête à décoller. Vincent Crouzet, quel bilan faites-vous de cette première rencontre entre les présidents russes et américains? Il est 2h05 du matin, je vais être un peu grossier. What the fuck? Oui. WTF? Espérons que les enfants soient au lit. Oui, non mais quelle escroquerie! Quelle escroquerie! On nous avait vendu le sommet du siècle. Trump faisait le matamor dans Air Force One en disant qu'il allait arracher un cessez-le-feu. On parlait de la mise en place d'un agenda diplomatique avec une réunion tripartite. Et là, rien, strictement rien. Pas un point technique n'a été soulevé pendant cette conférence de presse absolument lunaire où le président russe a parlé 2 fois plus longtemps que son hôte. C'est absolument invraisemblable. Alors, en plus, là, on sent tout de même que le président a pris un gros coup sur la tête, le président américain, qui boude dans son coin. Il est vraisemblable que la cérémonie au cimetière des pilotes soviétiques devait se faire de manière conjointe. C'est ce qui se fait normalement. En plus, ça devait être un moment mémoriel assez important qui pouvait préfigurer le rapprochement russo-américain. Il n'en a rien été. Je pense que c'est un énorme échec pour Donald Trump. Est-ce que c'est aussi un énorme succès pour Vladimir Poutine? Il a sa rencontre avec Donald Trump. On ne parle plus depuis quelques jours des sanctions. Sanctions secondaires, tarifs douaniers qui devaient être imposés à l'issue de l'ultimatum décrété par Trump à la Russie. Il n'a changé en rien ses positions concernant l'Ukraine. Et il est, d'une certaine manière, réhabilité sur la scène internationale. Alors c'est ça, c'est effectivement le gros point positif pour Poutine. Il va en jouer énormément sur le plan intérieur. On va avoir droit vraiment à la grosse artillerie sur le plan de la propagande, c'est certain. D'ailleurs, il faut noter que les Russes ont communiqué 3 fois plus que les Américains sur le sommet, en diffusant des images quasiment en direct, alors que la Maison-Blanche, ou du moins le service de presse, de communication de la Maison-Blanche n'en diffusait quasiment aucune. Il y a une disproportion entre la communication russe, qui pourtant généralement est plutôt à minima et très prudente, et la communication américaine, ce qui en dit vraiment très très long sur l'amateurisme quand même de l'équipe Trump. Ils avaient près d'une dizaine de jours pour préparer ce sommet, pour arriver tout de même à un point d'accord qui permettait à Trump de sauver la face, et là, rien du tout. 2h30, ce n'est rien du tout. J'entendais tout à l'heure Michel Fayette dire, enfin je ne sais plus qui disait, 2h30 c'est très long pour Trump. Non, pour un sommet aussi important, ça peut prendre 2-3 jours. On se souvient des réunions à Camp David, ça pouvait prendre 48-72 heures, avec des chefs d'État qui se réunissaient à huis clos sur de très longues sessions. Est-ce que les résultats sont vraiment ce qui compte pour le président des États-Unis? On sait qu'il aime bien se mettre en scène pour souligner ses victoires, pour souligner ses capacités à conclure des accords. On l'a vu encore une fois avec Madame von der Leyen lors des accords, lors de l'accord sur les tarifs douaniers. Voici la voiture présidentielle américaine, The Beast, effectivement, voiture blindée, donc avec à l'intérieur probablement Donald Trump. Alors il devait être à l'intérieur pour donner des interviews à l'intérieur de son avion Air Force One. Visiblement, il n'y était pas encore. Il y arrive si c'est bien de lui dont il s'agit. Il semblerait que ce soit le cas. Donald Trump, donc qui
va rejoindre Air Force One pour rentrer à Washington après cette rencontre avec Vladimir Poutine, une rencontre qu'il qualifiait d'historique. Il y a encore quelques heures. On verra ce qu'il en dit lors des interviews qu'il a promis d'accorder à la presse américaine, notamment à Fox News, si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que ces interviews ont été réalisées avant qu'il ne se retrouve dans son avion. Peut-être qu'il va rentrer seul, le président des États-Unis, que les journalistes qui voyagent avec lui voyageront séparément. Tout cela, on ne le sait pas pour l'instant. Ce que l'on peut vous dire de manière certaine, c'est qu'il est en train de rentrer donc, dans cet avion. Le service de sécurité se met en place. Il va pouvoir sortir de ce véhicule et monter donc jusque dans la cabine d'Air Force One pour quitter l'Alaska dans les minutes qui viennent. On n'a pas vu l'avion de Poutine décoller, mais ce devrait être le cas dans les minutes qui viennent également. Un décollage qui doit être imminent pour le président russe. Pardon. Et là, quel contraste avec les images de l'arrivée. Oui. Sergueï Girnov le relevait tout à l'heure. Pas d'officiel américain de premier rang pour raccompagner Poutine à son avion. Et surtout, j'ai été membre de cabinet ministériel. J'ai vécu un certain nombre de visites officielles françaises, y compris présidentielles, à l'étranger. Jamais on annule un déjeuner ou un repas en fin de rencontre officielle. Jamais. Je n'ai jamais vécu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un échec total? Ça signifie qu'il y a eu un couac. Ça signifie qu'il y a eu un couac, que Trump, certainement, la puissance haute, il est furieux. Parce que sinon, il y aurait eu ce déjeuner avec à nouveau des images, des photos, un toast, peut-être des toasts de portée sur la grande amitié russo-américaine, etc. L'annulation du déjeuner, c'est quelque chose de symptomatique. Et des réunions qui suivent, parce qu'accessoirement, les délégations devaient se retrouver après pour discuter des détails de ce qu'auraient été le ou les accords trouvés entre les deux présidents. Vous le voyez, celui des États-Unis vient d'embarquer dans Air Force One et il devrait quitter dans les minutes qui viennent ce tarmac de cette base militaire d'Alaska. Même chose pour son homologue russe qui, lui, est déjà dans son avion et sur le point de décoller. Le tapis rouge et ces avions militaires, ces chasseurs américains ont une toute autre perspective désormais qu'il y a quelques heures, quand on se souvient des images, vous le rappeliez, de ces deux présidents se retrouvant sur ce tapis rouge, marchant côte à côte en échangeant avant de se présenter devant les journalistes pour une poignée de main ferme et virile, comme ils l'affectionnent l'un et l'autre. Depuis, ce que l'on sait, c'est que des progrès ont été faits, c'est ce que disent en tout cas les délégations officielles, mais qu'aucun accord n'a été trouvé cette nuit entre Vladimir Poutine et Donald Trump. La première conclusion, la terrible conclusion, c'est que la guerre en Ukraine, pour l'instant, va se poursuivre. Ce qui n'est pas une surprise parce que pour ceux qui suivent le comportement et la stratégie et la vision de Vladimir Poutine, on sait qu'il veut la capitulation de l'Ukraine, il veut tout en fait. Et donc ça aurait été vraiment très illusoire de croire que ce soir, ils allaient sortir avec un accord. On espérait peut-être un cessez-le-feu, au moins partiel, au moins dans l'air, en fait, pour dire qu'effectivement, Poutine fera quelque chose pour aller dans le sens de Donald Trump. Sauf que, visiblement, il n'a même pas voulu, donc Poutine n'est pas venu pour faire des concessions, en fait. Donc, et il s'est montré intransigeant. Et la seule chose qui est un peu surprenante peut-être quand on regarde la fin en fait, donc avec cette mini-conférence c'est l'avion de Vladimir Poutine, qui a décollé, qui a donc quitté le tarmac de cette base militaire et qui s'apprête donc à quitter l'Alaska dans les secondes, dans les minutes qui viennent. Qui est le plus gros porteur du transport aérien russe. C'est un Ilyushin 96 modifié.
spécialement conçu pour la présidence russe. Voilà, à peu près 8-9 heures de vol jusqu'à Moscou. Si Moscou est la destination, évidemment, ça, nous ne le savons pas. Qu'est-ce qui vous a le plus... Pour moi, la seule chose qui était surprenante, c'est de voir que Donald Trump n'est pas aussi impulsif que ça, que parfois, il arrive à garder son sang-froid, en fait. Parce que si on compare avec il y a 6 mois, fin février, dans le bureau ovale, comment il s'était emporté et tout, et il n'était pas content et il le montrait de façon extrêmement expressive. Là, il se prend un revers. Il est super déçu, il s'était quand même vachement avancé pour dire que son intention c'était que au moins le cessez-le-feu se passe et au final il dit il n'y a pas d'accord, tant qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Bon, c'était une réunion formidable, extraordinaire, vous êtes tous des génies, mais il n'y a pas d'accord. Mais il garde quand même son sang-froid. Oui, mais il a pris un gros coup derrière la tête. Ça se sent. On a vraiment l'impression d'un homme qui a été marqué tout d'un coup lui aussi par la déception. C'est même assez étonnant. Alors maintenant, on va voir. Après, avec Trump, il faut toujours se méfier du retour de bâton. On va voir ce qui va se passer dans Air Force One. Souvent, il y a beaucoup de choses qui se disent dans l'avion, surtout s'il y a la suite de l'interview de Fox. C'est annoncé. On verra si elle a lieu ou pas. Donald Trump étant Donald Trump, tout peut changer à chaque minute. Est-ce que vous avez l'impression, on faisait le parallèle tout à l'heure avec cette réunion entre Vladimir Poutine et Nicolas Sarkozy, où Nicolas Sarkozy était ressorti en conférence de presse et avait l'air groggy, un peu sonné. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu, vous, tout à l'heure, en voyant cette conférence de presse, enfin ces déclarations? 12 minutes au total, 8 minutes pour Poutine, 4 minutes pour Trump, qui a dit qu'en fait finalement, il n'y avait pas d'accord, des progrès avaient été réalisés. Il a remercié tout le monde. Il a remercié Vladimir Poutine, qu'il a appelé Vladimir en esquissant la possibilité d'une deuxième rencontre. Mais on l'a senti un peu bousculé, pour dire les choses. Oui, bousculé. Avec Nicolas Sarkozy, c'était différent parce que c'était un tête-à-tête, avec simplement une interprète d'ailleurs. Présente à Bruxelles. Et je pense que Poutine ne peut pas se comporter de la même manière avec le président des États-Unis qu'avec le président de la République française, malheureusement. Ceci dit, c'est vrai que c'est la première fois depuis le 20 janvier qu'on voit une attitude telle de la part de Trump. C'est-à-dire un petit peu d'impuissance, résignée, presque fataliste, et surtout n'étant plus le maître. Même le maître de cérémonie. Le fait qu'il n'accompagne pas Poutine à ce moment de recueillement et de dépôt de gerbes sur les tombes des pilotes soviétiques en dit long tout de même. En dit long. Sa place était d'être là. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans les discours, dans les phrases qui ont été prononcées par l'un et par l'autre? On a évoqué les mots de Vladimir Poutine qui parle de tragédie et de douleur concernant cette guerre en Ukraine. Il dit « pour nous tous ». Il dit que la Russie veut un règlement durable, mais que toutes ces préoccupations doivent être prises en compte. Il se dit prêt à travailler à la sécurité de l'Ukraine, ce qui est une hypocrisie incroyable quand on sait que c'est lui qui a lancé cette invasion globale il y a 3 ans et demi et qui entretient cette guerre depuis 11 ans. Bon, la tragédie et les larmes aux yeux de Poutine quant à la guerre, ça me rappelle l'occupant allemand et le fameux cliché « Ah, la guerre, grosse malheur ». Bon, c'est un peu ça. La seule chose qui m'a intéressé, c'est que le ton était inhabituellement amical, en fait. Il y a eu des choses qui ont été dites, comme effectivement le fait que, les Américains ont aussi participé à la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement ça, mais qu'en plus, ils ont coopéré avec les Soviétiques. Ça, c'est un peu nouveau, et surtout par les temps qui courent, où carrément dans les livres de classe des enfants et adolescents en Russie, on essaye de vous faire croire que d'abord, tous les Européens étaient des collabos et que les États-Unis, finalement, étaient des figurants dans cette guerre. Il n'y a rien sur l'histoire de la guerre du Pacifique, par exemple. Donc, alors, j'explique cela par une tactique de séduction. Et il a certainement essayé d'amadouer Trump et les délégués américains.
Et c'est peut-être aussi ce qui explique que Trump a quand même gardé son sang-froid. Je pense qu'il garde un peu d'espoir que ça va s'arranger. Je pense qu'il a... Oui, il a reçu un coup. Oui, c'est un échec, mais je ne pense pas que dans sa tête, ça soit encore vraiment l'échec. Il ne se rend peut-être pas compte entièrement. Moi, à mon avis, il aurait été beaucoup plus violent que de ne pas se présenter au cimetière ou de ne pas accompagner Poutine à l'avion. Je suis d'accord, c'est assez grave comme geste, mais on a vu pire. Et je pense que quelque part, c'est surtout son ton à lui dans son intervention qui a été quand même finalement, il n'y a pas la moindre trace de colère dans ce qu'il dit, il n'y a pas la moindre nuance. Non, mais c'est pour ça qu'on utilise le mot groggy. Il parle 4 minutes, pas plus. Oui, mais il ne parle jamais longtemps. Il ne parle jamais longtemps. Il n'en est pas les questions. Non, mais attendez, les conférences de... Regardez, pardon, je vais revenir à ce qu'on a connu récemment, c'est-à-dire l'accord commercial avec l'Union européenne. Sur les 26 minutes d'échange avec la presse, il parle 21 minutes, je crois, Donald Trump. Mais sans dire grand-chose. Non, mais c'est pas grave. Il monopolise la parole, il se moque des journalistes. Voilà, il aime faire ça. C'est un showman. C'est la première fois où on s'interroge autant qu'est-ce que signifie son silence, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on s'interroge. Mais il dit rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc évidemment, par la force des choses, on essaie d'interpréter son comportement par rapport à ce que l'on connaît de ses comportements habituels. Mais pour moi, le seul point d'espoir, c'est qu'il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Surtout pour les Ukrainiens et pour les Européens. Certes, c'est le moins grave en fait qui aurait pu se passer. Et je pense qu'ici, c'est aussi parce que Zelensky, les Européens, on a quand même bien expliqué à Donald Trump toute la semaine que s'il signe des choses qui pour redessiner les frontières, ça concernera que lui parce que ça sera un accord caduc et qu'on ne va pas se soumettre. Et du coup, il a intégré quand même qu'il doit tenir compte à minima. Par rapport à la conférence de presse à la fin qui n'a pas eu lieu, c'est bien évidemment à cause de ces journalistes qui ont interpellé Poutine au début. Vous avez vu les grimaces, en fait, on les a passées plusieurs fois en Zoom. Il a fait 4 grimaces qui vont être captées par les internautes et bien partagées sur les réseaux sociaux. Mais c'était hallucinant, en fait, de voir comment il n'a pas contrôlé, il ne s'attendait pas du tout. Et quand on comprend comment ça se passe en Russie, où les conférences de presse, tout est selon le scénario écrit et tout ça, il n'y a aucune question improvisée et tout. Donc c'est sûr que là, Poutine n'allait pas s'exposer à la fin, en fait. Donc Donald Trump, il a fait le choix de faire ses commentaires à la presse par la suite pour abréger, raccourcir en fait la scène d'adieu. Oui, voilà, je crois qu'aussi c'est pas Trump qui a voulu qu'il n'y ait pas de questions des journalistes. Je pense que c'est plutôt Poutine, parce que là on lui aurait pas fait de cadeau. C'est autre chose que la complaisance des Witkoff et de Trump. Oui, ça on ne le sait pas. On ne sait pas qui ne voulait pas de questions, ça c'est sûr. Mais encore une fois, quand les négociations se déroulent bien, quand des vrais progrès sont réalisés, généralement, les hommes politiques sont plutôt, comment dirais-je, confiants et aiment faire part des avancées réalisées et des progrès qu'ils ont pu faire. Ça n'a pas été le cas ce soir. Les deux présidents n'ont pas répondu aux questions des journalistes. Alors les journalistes avaient tenté de poser des questions à Vladimir Poutine à son arrivée à 2 reprises. L'une des questions est combien de temps allez-vous tuer encore des civils? Le président russe a fait semblant de ne pas comprendre, ou peut-être qu'il n'a pas entendu la question. C'est possible aussi, c'est le geste qu'il a fait. Mais en tout cas, aucune question prise par Poutine. Donald Trump, lui, devrait s'entretenir ou s'est entretenu, on ne le sait pas encore précisément avec Fox News. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il estime que sa rencontre avec Poutine, c'est un 10 sur 10. Voilà. Oui, alors c'est un 10 sur 10, oui, sur l'amateurisme. Oui, effectivement, non, mais c'est une équipe d'amateurs. Oui. Soyons clairs. Absolument. Ne serait-ce, on parle de la conférence de presse. Ne serait-ce que les images qu'on a vues du point photo de la salle de réunion, où c'était un bordel monstre. Il n'y avait pas de caméra fixe. Le Secret Service ne mettait pas de l'or dans la salle de presse. On a eu des images floutées, ensuite on n'a eu plus d'images du tout. On a entendu effectivement une deuxième fois cette apostrophe
à Poutine. D'ailleurs, Poutine a failli répondre, on l'a vu mettre les mains comme ça. On était à 2 doigts de l'altercation, vraiment, à ce moment-là. Hein. Donc tout ça donne vraiment un sentiment d'amateurisme côté américain. Poutine, on le voit rarement comme ça, on le voit jamais comme ça. Il a perdu contrôle, en fait, à son mimique. Si vous aviez les images pour les revenir dessus, c'est vraiment incroyable. On le voit faire comme ça, comme si... mais il a fait des regards grands et tout. Et à un moment donné, même avec les mains comme ça, c'est incontrôlable. Il a perdu complètement le contrôle. Un vrai narcissique comme il est Donald Trump, il se donne 10 sur 10, c'est sûr, parce qu'il ne se remet jamais en cause. Au moins, il va considérer qu'il a appris quelque chose. Il a vu Poutine, il l'a regardé dans les yeux. Il a reçu des inputs, en fait. Il a reçu de l'information. Maintenant, il faudra qu'il analyse et voir après ce qu'il va en faire. Mais il a pris acte des exigences intransigeantes, en fait, des Russes. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas. Ils ont fait ce tapis rouge, la métaphore, en fait, sur tous les axes, parce qu'ils voulaient quand même aussi faire plaisir à Poutine. Et ils se disaient, il n'a pas fait ce déplacement pour rien et tout. Mais il voit que les positions sont vraiment incompatibles et qu'il va falloir décider quoi faire après. Zelensky avait raison quand il l'a prévenu à moult reprises que les Russes bluffent, qu'ils ne sont pas prêts pour des concessions, que... Il n'y a aucun signal qui remonte, en fait, de Russie, qu'ils aient la moindre envie, en fait, d'aller vers la paix. Donc ça, Zelensky, il l'a dit, il l'a redit. Quelqu'un me disait, ouais, il va se prendre après le boomerang, Trump, ça va l'énerver. Sauf que là, il a dû voir vraiment et comprendre soi-même que c'était vraiment le cas. Et maintenant, ce qui est intéressant, voilà, c'est quelle sera sa réaction. Est-ce qu'il va dire, je me retire parce que ça me dépasse, c'est pas mon conflit, débrouillez-vous, mais il faut juste qu'il continue à soutenir à travers l'armement, même s'il faut que nous en Europe on trouve l'argent, mais qu'on finance, parce qu'ils veulent plus que ce soit le peuple américain qui finance. À la limite, il pourrait même s'en sortir face à ses électeurs pour dire, nous on va plus dépenser d'argent pour ce conflit, on fera plus de cadeaux, mais si eux ils veulent acheter, c'est encore du business as usual. Au moins on pourra faire des deals comme ça, ou bien comprenant qu'en tant étant le président des États-Unis, il a les moyens de réagir autrement, réagir avec plus de force pour essayer quand même de le plier. Donc c'est ça pour moi la grande inconnue des 48 prochaines heures. Là, il apprend que la diplomatie c'est long et difficile. Mais c'est nous qui nous faisons avoir finalement par Donald Trump, parce qu'on se laisse avoir par son calendrier, par ses bobards, par sa rhétorique, et on se laisse prendre à son jeu. Parce qu'il nous annonce, il nous vend un package extraordinaire, on y croit, on croit à ce sommet historique qui est le sommet déjà du siècle alors qu'on n'est qu'en 2025, mais nous marchons dans la combine, totalement. Ouais, la preuve que non, c'est qu'on en parle, on décrypte, on déconstruit, on analyse. On déconstruit, mais je veux dire, voilà. L'opinion en général... Vincent, de manière générale, je vais vous dire, on a tous envie, moi ça fait 3 ans et demi que je couvre cette guerre sur le terrain, qu'on est dans les tranchées avec les soldats, qu'on vit leur vie au quotidien, on a tous envie que ça s'arrête. Si vous n'avez pas envie qu'un truc comme ça s'arrête, il faut aller voir un spécialiste. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est pour ça que c'est désastreux. Mais on a tous envie, quand un homme comme Trump, qui a la puissance qu'il a en tant que président des États-Unis, dit voilà, moi je vais tout faire, ou je vais faire en tout cas en sorte qu'on trouve une solution, qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'on trouve un chemin vers la paix, c'est humain de vouloir y croire. Après, nous, notre boulot de journaliste aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, de décrypter, d'analyser, mais personne n'est dupe. Mais je pense que même on s'est tous dit ici, il croit aussi, c'est ça le problème. Et on l'explique à nos téléspectateurs, on aimerait tous que ce soit possible. J'ai vu peu de gens sur ces plateaux ces dernières semaines me dire ce sommet, c'est super, c'est le début de la fin. J'ai posé cette question 15 fois, personne ne m'a jamais répondu. Oui, c'est bon, ça y est, c'est terminé. On m'a dit, il y a toujours une chance, mais c'est peu probable, très peu probable, voilà. Et ça se confirme ce soir. C'était Donald Trump qui croyait vendredi dernier, quand il a annoncé le sommet, qu'il arriverait à mettre un point final. Il pensait qu'il y aura peut-être un accord. Quand Witkoff lui a dit swap des territoires et tout ça. Mais tous ceux qui connaissent ce dossier, tous les experts dont vous faites partie, sur cette chaîne, sur d'autres, en France, aux États-Unis, il y avait qu'à lire la presse américaine, la presse ukrainienne ces derniers jours. Enfin,
tout le monde se posait la question de 1000 manières. Comment est-ce que Trump va pouvoir convaincre quelqu'un qui n'a montré aucun signe d'inflexion sur aucun des points litigieux de ce qui a fait cette guerre depuis 3 ans et demi, enfin cette invasion globale, parce que la guerre elle dure depuis 11 ans maintenant. Mais voilà, Poutine n'a pas changé d'avis et il ne changera pas d'avis. Vous avez tout à fait raison, Thomas, et je pense que Donald Trump, c'était le seul qui croyait il y a 8 jours qu'il arriverait à un accord, en fait, parce qu'il nous l'a présenté comme ça. Et quand il parle, c'est pas que du bluff du côté de Trump, en fait. Il a essayé vraiment de faire des gestes aussi pour séduire Poutine, pour le faire plaisir et tout ça. Il y croyait. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir quelle sera sa réaction après. Juste une chose, on a vu beaucoup de négociations avec Donald Trump depuis le 20 janvier, que ce soit des commerciales ou c'est aussi négociations de paix avec différentes parties. Donald Trump est face à des gens qui, généralement, se plient. Et je pense qu'il y croit aussi lui-même, parce qu'il pense que tout le monde va faire ce qu'il veut qu'il il fasse. Et en fait, Vladimir Poutine ne fonctionne pas comme le reste du monde, même s'il a un problème économique, même s'il n'est pas une grande puissance, sauf dans sa tête. Mais aujourd'hui, Trump est face à quelqu'un qui n'est pas un Ursula von der Leyen qui se déplace sur son golf pour se plier, n'est pas la Suisse, n'est pas l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est quelqu'un qui lui tient tête, et ça, je pense qu'il s'y attend pas forcément. Une autre remarque quand même percutante et inquiétante du discours de Vladimir Poutine en conférence de presse, c'est qu'il ne faut surtout pas que Kiev ni l'Europe ne fassent obstacle à la paix en Ukraine. Donc il reste sur cette posture qu'on doit capituler. Il aurait dû dire à ma paix en Ukraine. Peut-être que là, les choses auraient été encore plus claires, y compris peut-être pour Donald Trump. Il a voulu le flatter. Effectivement, ils ont mis toute l'artillerie en termes de communication et de manipulation pour brosser dans ce sens des poils. Par contre, pour revenir sur l'histoire du t-shirt, en fait, pour moi, c'était presque un peu un présage parce que le symbole était tellement fort. Eux, ils regardent vers le passé, ils veulent revenir à temps de l'ex-URSS. Trump, il veut regarder l'avenir, il faut faire du business et tout ça. Lui, l'histoire, à la limite, il tournerait bien la page, en fait. Ils ont des regards vraiment différents. Et la seule chose, ou les seuls qui empêchent les Russes de retourner comme c'était du temps de l'ex-URSS, c'est l'Ukraine et le bloc de l'Europe de l'Est, l'ancien pacte de Varsovie, donc l'Europe, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas que l'Ukraine et l'Europe s'opposent à ma paix, comme vous dites, en Ukraine. Et ils vont maintenant marteler les messages pour dire que c'est l'Ukraine et Zelensky qui sont des va-t-en guerre, ils veulent que la guerre continue, et tout ça et tout ça. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils déposent les armes. C'est bon, nous on a gagné. Je pense qu'il y a un peu de cynisme derrière et qu'il doit se marrer intérieurement parce que, encore une fois, on parle de Vladimir Poutine, c'est pas... c'est pas un gentil. Il a peut-être voulu lui donner un peu comme au ping-pong en pensant que Trump après allait partir sur le fait, effectivement, c'est la guerre de Biden, en fait, tout ça, donc pourquoi pas aller faire plaisir. Et je pense que c'est pour ça que Trump a peut-être encore un peu d'espoir, parce il peut être naïf. Et par contre, ce qui sera aussi... Finalement, ce qu'on a vu, un élément décisif comme durant la semaine de préparation de ce sommet, c'était le travail de la diplomatie européenne. Le sommet qui a été fait Europe, États-Unis mercredi, on a expliqué à Donald Trump que tu peux pas redessiner les frontières, tu peux pas faire de swap des territoires, les échanges et tout ça. Et donc ça a marché. Parce que sinon, le vendredi 8 août, quand ils ont annoncé le sommet, on avait l'impression qu'ils étaient prêts à signer une page et mettre un point final, en fait. Et donc, à mon avis, les jours qui vont venir, aussi les éléments décisifs, ça sera, même si Poutine dit qu'il ne faut pas que Kiev et l'Europe s'opposent à la paix en Ukraine, et Trump n'a pas parlé de l'Europe, peut-être qu'il a dit autant, donc il a englobé tout le monde, mais l'élément décisif, ça va être encore les échanges entre les Européens et Donald Trump, pour décoder encore les derniers aspects et pour essayer de sonder aussi quelle est la réaction possible de Donald Trump par rapport à ce qu'on ne sait pas, ce qu'ils se sont dit sans exprimer en public, et essayer de réaligner une position plus ou moins dans le bon sens. Voilà, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que ce sommet peut changer ? Qu'est-ce qu'il va changer ?
C'est une chance folle, finalement, comme le disait Violetta, pour les Européens, peut-être dans les prochaines heures. Si on est suffisamment adroit, effectivement, pour ne pas froisser Trump et pour même essayer de lui sauver la mise. Oui. Si les Américains viennent finalement à son soutien, si les Européens viennent à son soutien pour trouver des solutions. Je rejoins Vincent. Si, et c'est un grand si, malheureusement, les Européens arrivent à s'organiser suffisamment et à tourner à leur avantage, je pense que ça peut être positif. La deuxième chose que je dirais, c'est que on aurait pu attendre à pire aujourd'hui, vraiment. Oui. Et je pense que ça, déjà, il faut se dire que le fait qu'il n'a pas fait quelque chose sur le dos des Ukrainiens et sur le dos des Européens est très, très positif. Avant qu'il ne se retrouve sur ce tapis rouge, Donald Trump applaudit à plusieurs reprises, 3 reprises, je crois, l'arrivée de Vladimir Poutine. Pardonnez-moi, dans quel monde diplomatique cela existe? Et Poutine, quand il est dans la voiture et on a vu son visage, mais comme un gosse de 5 ans, souriant comme ça dans la vitre, et après, avec le contraire, les mimiques très mécontentes, en fait, quand les journalistes essaient de lui poser des questions, c'est quand même un peu surprenant de le voir, lui, avec sa posture, ancienne KGB, en fait, tout ce qu'on dit, de réagir comme un gosse, de ne pas savoir se contrôler à 100%. Parce que lui, il est beaucoup plus refermé en termes d'émotions que Trump qui... Mais il faut à sa décharge, il ne participe plus au G8 et au G20 depuis longtemps. Il n'a plus l'habitude de bienvenue en démocratie et face à une presse indépendante. Vous nous disiez tout à l'heure, Violetta Moscalou, vous vouliez réagir donc à cette rencontre et aux propos tenus par Vladimir Poutine, enfin aux propos tenus par sa délégation, tous ceux qui l'ont entouré, qui qualifient cette rencontre de succès. C'est sûr, et les médias russes, ils vont fêter ça, la grande victoire, en fait. Ça va être l'euphorie, ils vont boire beaucoup de vodka dans toutes les maisons russes devant la télé pendant 2 jours ou plus, jusqu'à ce qu'on ait... C'est peut-être le moment de contre-attaquer, alors, pour les Ukrainiens. Jusqu'à ce qu'on ait le retour de Boomerang, parce que je pense qu'il y aura un retour de Boomerang, et ils ne peuvent pas se laisser complètement faire, et encore une fois, il y aura encore du travail et du pain sur la planche pour les diplomates européens, et pour Zelensky aussi et toute l'équipe, le gouvernement ukrainien. Mais je ne vois pas Donald Trump se mettre dans le camp du mal, en fait. Il peut pas, même s'il dit c'est pas mon conflit, c'est pas ma guerre, débrouillez-vous. Je pense que le businessman qui dort en lui dira si vous voulez nous acheter des armes, achetez-les. C'est ce qu'il voulait. Il disait aussi l'Europe, vous devez dépenser plus, en fait. Pourquoi est-ce que c'est les Américains qui financent? Donc c'est pas la grande catastrophe qu'on aurait pu craindre. Je me souviens, il y a une semaine, on était, nous, à Bazourdi, dans la façon dont ce sommet avait été annoncé. Donc heureusement qu'on a su réagir et que l'Europe a remis les choses dans un cadre. Je pense qu'il faut souligner quand même cette efficacité, même si on tire souvent un peu en disant qu'on n'est pas assez bon, on n'est pas assez efficace. Mais ici, je pense que c'est d'une certaine façon une demi-victoire pour nous. Alors, ce que l'on sait, c'est que des progrès ont été réalisés, pas d'accord, vous le savez. Des points ont fait l'objet d'accords. C'est ça, des points sur lesquels la Russie et les États-Unis sont en négociation et qui pourraient faire l'objet d'un compromis. Les Américains avaient évoqué, dans la liste des multiples choses, la question aussi d'échange de prisonniers ou des enfants déplacés. Déjà à Istanbul, quand les Ukrainiens et les Russes se sont rencontrés sous l'égide des Turcs, sans les Américains, ils ont réussi à le faire, donc c'est pas la première fois. On peut imaginer qu'il y aura encore un autre échange, ce qui est très bien pour les Ukrainiens et surtout pour les prisonniers, mais ce qui n'est pas non plus un paix ni un cessez-le-feu. Sur cette guerre en Ukraine, est-ce qu'on peut imaginer, après ce sommet, que la position de Donald Trump change sur la fourniture d'armes? Peut-être. D'autant plus quand même que le lobby militaro-industriel américain aurait tout à gagner. Le président Macron, ici en France, nous l'a dit presque très clairement pour l'industrie militaire de l'armement français. Alors, il va peut-être y avoir une chose qui va changer quand même, c'est au sein des services de renseignement américains. Peut-être
que Trump va prêter une oreille un peu plus attentive et peut-être qu'on va voir revenir, alors ça on ne le saura pas, hein, parce que ce sera en interne à l'anglais, à la CIA ou à la NSA, etc. Mais il y aura certainement une offensive en interne de l'État profond des organismes de renseignement américains qui vont peut-être essayer d'influer un tout petit peu plus sur les décisions du président des États-Unis. C'est terrible la nature humaine, hein, parce qu'après ce qui vient de se passer ce soir, on reste ici optimiste sur ce qui pourrait découler de positif de ce fiasco diplomatique. Fiasco apparent, en tout cas, on verra dans les jours qui viennent si les choses changent. Hélène Bonnet, vous êtes toujours en Alaska pour LCI. Donald Trump a pris la parole pour répondre aux questions de Fox News. Oui, absolument. Et cette interview est encore en cours, mais on a déjà quelques bribes qui sont remontées. Donc vous savez, les deux dirigeants n'ont pas annoncé d'accord. Et quand Donald Trump est interrogé sur les points de désaccord, est-ce qu'il est prêt à les révéler? Il dit qu'il ne veut pas dire ce sur quoi Poutine n'est pas prêt à s'entendre. Un autre point, le présentateur de Fox News lui demande de noter cette rencontre sur une échelle de 1 à 10. Alors là, Donald Trump dit tout de suite, eh bien, je lui donne un 10. On s'entend bien, c'est bien quand les puissances nucléaires s'entendent, voilà ce qu'il dit, et nous sommes la première puissance, ils sont la deuxième. Et puis enfin, dernière déclaration, il a dit qu'il était très content d'avoir entendu Vladimir Poutine dire que si il avait été président, eh bien cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Donc Donald Trump qui semble avoir été sensible aux propos de Vladimir Poutine pendant sa conférence de presse. Merci beaucoup Hélène, merci aussi à Morgan Pop qui vous accompagne. Donc ça a marché, ça fonctionne. Voilà, moquerie ou flatterie, on se posait la question tout à l'heure, mais c'est intéressant qu'il note ça. D'ailleurs, on le voit au moment où Vladimir Poutine, alors quelques secondes après parce qu'il a le temps de traduction, mais il tourne la tête vers Vladimir Poutine, Donald Trump, pour l'écouter. En tout cas, il prête attention à ses mots de manière plus prononcée. Donc c'est peut-être ça la raison pourquoi il n'est pas parti en claquant la porte, Trump, parce qu'effectivement, il lui a montré tellement de signes de respect, de considération, de flatterie, de tout ça, pour maintenir quand même la connexion, tout en restant extrêmement intransigeant sur le fond. Sur les conditions sur lesquelles les Russes ne sont absolument prêts à faire la moindre concession. Alors, voici ce que dit Donald Trump, vous le voyez sur votre écran, un accord dépend désormais de Volodymyr Zelensky. Alors ça aussi, c'est un peu cryptique. C'est le grand classique, hein. On met tout sur le dos des Ukrainiens si jamais de toute manière ça échoue. C'était évidemment attendu. Pour revenir sur l'histoire de la flatterie quand même, en arriver là, c'est dingue. Enfin, je veux dire, c'est un gamin. Mais c'est dramatique d'en arriver là. Si vraiment il est tombé dans la combine et il a avalé la grosse ficelle que lui a fait avaler Poutine, c'est désastreux.